Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur les mesures de prévention de la COVID-19 et les formations en hygiène du travail offertes à l'École de la santé publique. Alors, avant de débuter, je vais vous faire part de quelques petites précisions. Donc, cette séance est enregistrée. Votre micro sera fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est d'une durée de 45 minutes. Donc, il y aura 20 minutes de présentation suivie de 20 minutes pardon, de présentation suivie de 20 minutes pour la période de questions et réponses. Vous pouvez utiliser la section QR qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre par la suite de manière orale. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant céder la parole à notre conférencier, Maximilien Desbiens, qui va vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant aux mesures de prévention de la COVID-19 et les formations en hygiène du travail offertes à l'École de la santé publique. Merci et bonne présentation. Oui, bonjour. Merci Sarah pour la présentation. Donc, je vais tout de suite démarrer mon partage d'écran. Donc, je vais vous présenter tel qu'indiqué la formation en hygiène du travail à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et je vous mettrai en contexte par rapport aux mesures de prévention de la COVID-19 et quel est le rôle justement des hygiénistes du travail pour limiter notamment la transmission de la maladie et donc de comment les hygiénistes protègent les travailleurs. Le métier d'hygiéniste du travail, on va revenir un petit peu là-dessus. On appelle ça la prévention en action. Donc, à la fois des mesures de prévention, mais également de l'action. Vous allez voir ça dans la présentation. Qu'est-ce que l'hygiène du travail? L'hygiène du travail, c'est l'anticipation, l'identification, l'évaluation et la maîtrise des facteurs de risque qu'on retrouve dans les milieux de travail. Le rôle d'un hygiéniste du travail, c'est de protéger les travailleurs de différents agresseurs que l'on va retrouver dans les milieux de travail. On appelle ça des facteurs de risque. Donc, je vous donne ici quelques exemples de facteurs de risque bien connus des milieux de travail. On va parler de facteurs de risque chimiques, poussière de bois, des fumées de soudage, donc des fumées métalliques, des vapeurs de solvants, des gaz également. On parle par exemple de gaz dans les écoles, donc c'est ce genre de facteurs chimiques. Des facteurs biologiques, donc on a l'exemple du SRAS-CoV-2, donc du coronavirus, mais on a également des bactéries et des moisissures qu'on retrouve dans différents milieux de travail, dans différents milieux d'air intérieur, et même des facteurs physiques. On a l'exemple du bruit, des contraintes thermiques et de tout ce qui est les rayonnements ionisants et non ionisants dans les milieux de travail. Un hygiéniste du travail peut avoir différentes connaissances de base en chimie, en biochimie, toxicologie, en biologie, en santé publique, en sciences biomédicales, mathématiques et en physique, par exemple. Donc, on va accepter pour notre programme de deuxième cycle des étudiants qui ont une formation scientifique, mais qui peut être très variable. On a également des médecins qui sont admis dans beaucoup de médecins étrangers qui sont admis dans nos programmes. La prévention, c'est quoi? C'est l'anticipation des risques dans les milieux de travail. On parle de prévention primaire, donc on ne veut pas attendre qu'il y ait des maladies professionnelles qui se déclarent, on veut déjà identifier et anticiper les risques afin de les contrôler. Pour ce faire, on fait respecter par exemple la réglementation, mais on va également former nos étudiants à connaître les meilleures stratégies sanitaires pour protéger les travailleurs. Des fois, l'approche réglementaire n'est pas suffisante. On donne souvent l'exemple de l'amiante, pour lequel les normes au Québec sont encore aujourd'hui élevées par rapport à des standards internationaux. Donc, on va présenter également les valeurs sanitaires à nos étudiants, puisque l'objectif, l'éthique au niveau de l'hygiène du travail, c'est la protection des travailleurs. Au niveau de l'action, maintenant, vous voyez des belles photos prises avec des étudiants des programmes en hygiène du travail. On va réaliser des mesures d'exposition professionnelle. Pour ce faire, on va visiter des milieux de travail. Donc, on va aller à la rencontre des travailleurs. Sur les photos, vous avez par exemple en haut, les deux photos, ce sont des travailleurs d'une mine d'or souterraine en Abitibi. Et vous voyez donc
le milieu dans lequel on est amené à travailler. Vous avez également des laboratoires de recherche. Donc, c'est une des photos que vous voyez en bas. Et donc, vous avez également tout un tas d'équipements qui sont utilisés pour faire ces prélèvements. Il y a tout le volet également de l'action au niveau des travailleurs. Donc, on doit interagir avec des travailleurs, faire de la formation de ces travailleurs. On doit maîtriser les expositions par différentes stratégies. On va voir des exemples avec l'exemple de la COVID-19. Et on doit visiter et inspecter les milieux de travail. Donc, on forme également nos étudiants à ce genre d'intervention. Les habiletés d'un hygiéniste du travail, on va avoir une formation qui va être axée pour développer un esprit critique chez les étudiants, une démarche scientifique, mais également faire de la synthèse des connaissances. On va encourager les étudiants à travailler en équipe, à faire des projets en équipe, faire des présentations en équipe également. Un hygiéniste doit être capable de convaincre, de communiquer un risque et de convaincre une direction, convaincre des regroupements de travailleurs, des associations syndicales. Donc, on va également travailler sur la communication écrite et orale des hygiénistes du travail. Les employeurs, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent intéresser des personnes qui sont à la recherche d'un programme, sont excellents, les opportunités d'emploi sont excellentes. Tous les établissements de santé, hôpitaux, équipes de santé au travail vont recruter nos étudiants. Tout ce qui est secteur industriel, les mines, les fonderies, les voies navigables, etc., etc. Agences gouvernementales, tout ce qui est les consultants qui font par exemple de l'hygiène du travail, de la surveillance de chantier. Les écoles, les universités ont des programmes également en qualité de l'air intérieur, par exemple. Commerce, syndicats, associations sectorielles. On explique également toute la dynamique du régime de santé-sécurité dans nos cours. Et on explique, par exemple, l'importance des associations sectorielles, mais c'est des débouchés d'emploi pour nos étudiants. Notre formation, nous avons discours et discours obligatoires. Donc, c'est un programme qui a été fait sur mesure pour former, pour donner toutes les compétences nécessaires à un hygiéniste du travail ensuite quand il va pratiquer. Nous avons une maîtrise qui s'appelle la maîtrise en santé environnementale et santé au travail, option hygiène du travail, et un DESS en hygiène du travail. Les deux programmes ont les mêmes cours obligatoires. Je vous laisse lire les cours, ils sont également disponibles en ligne. Lorsque l'on fait le DESS, on suit les 10 mêmes cours obligatoires. Lorsque l'on veut passer à la maîtrise, c'est un passage qui est très facile à réaliser puisque tous les cours ont été suivis. Par contre, il y a un stage ou un travail dirigé à faire à ce moment-là pour obtenir une maîtrise. Notre formation est également axée sur des laboratoires pratiques, des visites d'usines et des études de cas. J'en ai parlé précédemment. Vous avez ici, encore une fois, des photos qui ont été prises dans nos laboratoires d'enseignement, mais également lors des visites d'usines avec nos étudiants. Donc, on a des photos ici dans une fonderie, dans 2 fonderies, et également une photo au port de Montréal lorsque l'on faisait des mesures avec les étudiants. Les laboratoires d'enseignement vont se répartir sur plusieurs cours et les étudiants vont être amenés alors à calibrer des équipements, à faire des mesures en temps réel de gaz et vapeur, faire du comptage de fibres d'amiante. Vous voyez la photo d'ailleurs de notre compteur optique qui nous permet de faire ces mesures. On mesure des aérosols, on identifie, on compte des bioaérosols. On peut faire des essais d'ajustement des appareils de protection respiratoire. On va également faire du mesure de temps de claquage pour choisir des gants qui servent à protéger les travailleurs des solvants. Mesure de l'efficacité de la protection auditive, donc c'est la deuxième photo que vous voyez ici, qui mesure intérieur-extérieur, et mesure de la qualité de l'air intérieur. Je vois des conversations. Ok, c'est bon, je continue.
pourquoi on a discours obligatoire? Pourquoi cette formation, je vous ai dit, est faite sur mesure pour former des hygiénistes du travail? Lorsque l'on a créé le programme il y a 10 ans, on a travaillé avec une organisation d'accréditation professionnelle. C'est le CRBOH, c'est l'acronyme anglais, ou le CCAHT en français, donc le Conseil canadien d'agrément des hygiénistes du travail. Cette organisation a donc reconnu notre formation de maîtrise comme une des 4 formations universitaires canadiennes pour former des hygiénistes du travail. Évidemment, c'est la seule formation en français qui est donnée au Canada. Donc, nos étudiants peuvent, suite à leur diplomation de maîtrise option hygiène du travail, aller faire l'examen écrit d'accréditation professionnelle du CRBOH dans l'objectif d'obtenir leur accréditation qu'on appelle ROH. Donc, c'est des acronymes, beaucoup d'acronymes, mais on explique tout ça dans notre programme. Un solide réseau de partenaires, je vais passer rapidement, mais l'INSPQ, on en entend beaucoup parler en ce moment, la Direction de santé publique de Montréal, l'IRSST, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé sécurité au travail, la CNESST, la Commission de santé sécurité au travail. Tout ça, ce sont des partenaires de notre maîtrise, donc qui ont contribué à la mise en place de ce programme. Donc, je viens de vous présenter rapidement le programme. On pourra revenir si vous avez des questions sur la formation en tant que telle. Et je vais maintenant prendre quelques minutes pour vous présenter un petit peu, vous donner des exemples du rôle des hygiénistes du travail dans tout ce qui est les mesures de prévention de la COVID-19. Quand on fait l'hygiène du travail, on l'a dit au début, l'anticipation, l'identification, l'évaluation et la maîtrise des facteurs de risque. Au niveau de la maîtrise, on va avoir une hiérarchie des moyens de prévention, on va éliminer les dangers et on va aller jusqu'à ce que vous voyez en bas de la pyramide inversée, les équipements de protection individuelle, les fameux masques dont maintenant tout le monde est familier et évidemment on va expliquer en détail durant notre formation à quoi servent ces masques, notamment pour les travailleurs de la santé. Donc, des hygiénistes du travail peuvent être amenés avec les hôpitaux, par exemple, à mettre en place des moyens techniques pour éviter la dispersion des contaminants. Donc, vous le savez que la COVID-19, donc des personnes sont infectées par le SARS-CoV-2 et quand elles se retrouvent en milieu de soins, ben, elles sont porteurs du virus, elles peuvent diffuser le virus lorsqu'elles vont parler, lorsqu'elles vont respirer, tousser. Donc, on veut essayer de le contrôler le plus possible dans ces milieux. Et donc, ça, c'est des lits civières avec une isolation, une ventilation de ces lits qui a été évaluée par des chercheurs de l'IRSST en collaboration avec Dr Marsollet. Et donc, on a ici des compteurs de particules qui sont utilisés pour mesurer l'efficacité de cette méthode de contrôle à la source. C'est exactement le genre de compteur de particules que l'on a au laboratoire et que les étudiants vont utiliser dans le cadre du laboratoire sur la mesure des aérosols. Deuxième exemple de contrôle technique, une protection pour les chauffeurs d'autobus. Donc, même chose, les personnes vont rentrer dans l'autobus. On veut éviter qu'il y ait un échange, donc un déplacement d'air qui pourrait contenir des aérosols contenant le SARS-CoV-2. Et donc, on a des chercheurs, encore une fois, de l'IRSST qui ont développé des barrières physiques pour isoler le chauffeur, donc pour le protéger pour diminuer son risque de contamination du coronavirus. Donc, même chose, des exemples sur lesquels des hygiénistes du travail ont été amenés à réfléchir. Et à la Société de transport de Montréal, il y a des hygiénistes du travail, notamment la personne en charge de l'hygiène du travail et un ancien diplômé de chez nous, et donc doit évaluer ce genre d'intervention. Au niveau de la surveillance de l'exposition, donc on l'a dit au début, l'évaluation des expositions professionnelles. Ici, on a une vieille photo, donc ce n'est pas une photo du SARS-CoV-2, mais j'en ai pas trouvé des récentes, mais c'est une photo qui reproduit exactement ce qui est fait en ce moment par les chercheurs, par les hygiénistes du travail qui mesurent les expositions au coronavirus. Donc, ils utilisent des équipements qui servent à prélever de l'air, à faire des prélèvements d'aérosols, de bioaérosols,
Et donc, ensuite, on va analyser ces échantillons. Donc, on a également un prélèvement qui est personnel, c'est-à-dire qui est sur le travailleur. C'est là où on voit la flèche IOM. Et donc, ça, ce sont des prélèvements dans la zone respiratoire du travailleur que l'on fait de façon classique, je dirais, en hygiène du travail. On a également, quand on parle de la COVID-19, tout le volet des appareils de protection respiratoire. En ce moment, c'est quelque chose qui est énormément en demande. Les travailleurs de la santé qui donnent des soins à des patients atteints de la COVID-19 sont exposés à des aérosols des milieux de travail, des bioaérosols. Et donc, on a beaucoup d'opportunités d'emploi également pour nos diplômés en ce moment, au niveau, par exemple, des hôpitaux, des centres universitaires, des CIUS, des directions de santé publique, donc au niveau de la protection respiratoire. La protection des respiratoires, les hygiénistes vont être formés. On a un cours qui se donne sur la protection respiratoire et donc on va former les étudiants à réfléchir sur quels équipements doivent être utilisés pour protéger les travailleurs. Donc ici, je vous ai donné un exemple de fiche de l'IRSST qui nous explique que faire en cas de pénurie de N95, ce qui a été le cas pendant la première vague, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui, mais donc on a des équipements qui nous permettent de protéger de l'inhalation d'aérosols et donc les hygiénistes du travail sont formés pour ce genre d'équipement. On a également des outils, donc on va présenter des outils web à nos étudiants. Donc les hygiénistes du travail peuvent utiliser ce genre d'outils qui sert à choisir une protection respiratoire contre des bioaérosols. Et donc, on peut appliquer ces outils dans le cadre du SRAS-CoV-2. Ça, c'est un outil qui a été notamment développé par notre équipe en collaboration avec les chercheurs de l'IRSST sur un projet de recherche. Les hygiénistes du travail vont donc pouvoir produire également des avis scientifiques. Donc, dans le cas de la COVID-19, nous avons produit des avis scientifiques sur quel équipement de protection respiratoire nous pouvons utiliser. Donc, ça peut être des N95. On a entendu ça depuis plusieurs mois, mais ça peut être également des demi-masques et des masques complets élastomères. Ça peut être également des appareils motorisés à épuration d'air. Donc, c'est des équipements qu'on peut utiliser également pour protéger de l'inhalation de bioaérosols. On peut faire des recommandations pour utiliser de façon prolongée les N95 également. Et donc, il y a même eu des tests qui ont été faits pour démontrer qu'un N95 périmé, il a une date de péremption, mais il peut quand même être utilisé et ce serait quand même quelque chose qui protégerait les travailleurs en cas de pénurie. Donc, ce sont tous des tests que l'on peut faire au niveau des essais d'ajustement et les étudiants de notre programme peuvent faire ce genre de tests. Donc, pour faire suite à ça, on a par exemple cette photo d'un intervenant, un paramédic, qui porte un demi-masque élastomère avec des cartouches P100. Donc, on a travaillé notamment avec ces travailleurs dans la première vague de la pandémie pour mettre en place des procédures pour mettre des équipements, des appareils de protection respiratoire. On a notamment travaillé également pour la désinfection de ces équipements. Donc, ce sont des équipements réutilisables dans lesquels on a mis en place des procédures pour les désinfecter, pour que ce soit donc sécuritaire pour les travailleurs. Le gros avantage, c'est qu'une fois que le travailleur a cet équipement, il est autonome au niveau de la protection respiratoire. Donc, il va pouvoir se protéger et il n'est pas soumis à la pénurie, par exemple, qu'on aurait avec des masques jetables. Donc là, on est au laboratoire. On fait nos essais d'ajustement et on explique aux étudiants comment former des travailleurs, comment expliquer à des travailleurs l'importance de bien mettre un masque, de bien le désinfecter, de faire ces tests d'ajustement. Et nos équipements ont vraiment accès à ce qui est utilisé dans les milieux de travail pour protéger les travailleurs. Donc, voici un petit peu mes exemples au niveau de la COVID. Même chose, si vous avez des questions par rapport à ça, il me fera plaisir de répondre. En conclusion,
évidemment, il y a un rôle très important des hygiénistes du travail pour limiter la transmission du SRAS-CoV-2. On en parle beaucoup dans le domaine de la santé, mais dans tous les milieux de travail, nos gens en hygiène du travail ont été amenés à mettre en place des plans de mitigation pour les travailleurs et donc ont eu un rôle très important pour limiter la transmission du SRAS-CoV-2. Notre formation, elle est axée sur la science et la pratique de l'hygiène du travail. Donc, un étudiant qui sort de chez nous, il va avoir fait des laboratoires, il va avoir manipulé des pompes, des masques, il s'est entraîné à former des travailleurs, il aura fait des présentations, écrit des rapports en hygiène du travail. Il aura également fait du comptage de fibres d'amiante, etc. Les perspectives d'emploi sont excellentes. On a des étudiants qui se retrouvent dans le réseau de la santé. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la STM. L'ancienne commission scolaire de Montréal également, nos étudiants sont là. Dans les minières, dans le Grand Nord, certains de nos étudiants font même des stages en fly-in, fly-out, donc 15 jours dans les mines, 15 jours à Montréal, dans tout le réseau public, dans les hôpitaux. Donc, c'est des très bonnes perspectives d'emploi. Et je termine là-dessus, encore une fois, un point très important de notre formation qui nous permet de valider que nos étudiants sont bien formés et compétents. C'est cette accréditation que l'on a de notre formation du CCAHT et donc qui permet à nos étudiants d'aller chercher l'accréditation professionnelle ROH suite à leur diplomation. Voici un petit peu les contacts. Si vous avez aussi des questions sur les admissions, donc on a une technicienne en gestion des dossiers étudiants, Claudine Barthélémy. Vous avez ici ses coordonnées. Vous pouvez également me contacter directement, il n'y a aucun problème. Et ceux qui sont aussi sur les médias sociaux, je vous invite à aller consulter la page Facebook MSC Hygiène du Travail, sur lequel on met de l'information pertinente en hygiène du travail, mais également des offres d'emploi dans le domaine qui sont donc accessibles à nos étudiants de la maîtrise. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis maintenant disponible pour les questions. Donc, Monsieur Desbiens, merci beaucoup. Comme vous avez dit, on va prendre le temps qui nous reste pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Alors, une première question pour vous est la suivante. Est-ce que l'université aide les étudiants à se trouver des stages? Oui, alors, excusez, je voulais remettre la première page. Oui, donc on a des conseillers, des coordonnateurs de stage à l'école de santé publique, mais on en a également des gens qui s'occupent plus spécifiquement de nos programmes. En hygiène du travail, évidemment, cette année est une année bien particulière parce qu'on a eu la fameuse pandémie, donc on a eu des stages qui ont été annulés au dernier moment, mais en général, ce n'est pas une problématique là, de se trouver des stages dans notre domaine. Il y a des stages rémunérés, des stages non rémunérés. On en discute toujours avec les étudiants. Par exemple, un stage non rémunéré dans le réseau de santé au travail est quelque chose d'excellent puisqu'on peut ensuite intégrer donc les directions de santé publique, les équipes de santé au travail, versus des stages rémunérés dans des minières qui nécessitent des déplacements. Mais on a des étudiants qui ont trouvé des stages aux îles de la Madeleine, je l'ai dit, sur la côte nord, en Abitibi, dans les plus grandes mines d'Amérique. Donc la mine La Ronde, on a eu un stagiaire qui est la mine la plus profonde, la deuxième mine la plus profonde au monde. On a eu un stagiaire à la mine Malartic, qui est la plus grande mine d'or à ciel ouvert en Amérique. Et dans les deux cas, ils ont embauché l'étudiant à la suite de leur stage. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, je dirais, au niveau des stages et on accompagne tous les étudiants durant leur parcours. Intéressant, merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Est-ce que les programmes sont contingentés? Les programmes ne sont pas contingentés. On a quand même des objectifs. On accueille entre 10 et 15 étudiants par année. Donc, c'est des programmes, comme vous le voyez, on se déplace dans des usines. On ne peut pas y aller à 50 étudiants. Donc,
on vise 10 à 15 étudiants. On rentre chaque année depuis 10 ans dans dans ce range d'étudiants. Donc, il n'y a jamais eu de contingentement. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Mais c'est certain qu'on ne voudrait pas qu'il y ait trop d'étudiants. Donc, mon message, c'est surtout de dire que ce sont des petits groupes. Les étudiants de DSS et maîtrise, ce sont les mêmes cohortes. Donc, ils travaillent ensemble. Et là, par exemple, cette année, j'ai 12 étudiants en ce moment qui ont commencé, donc qui sont dans mes cours. Donc, c'est quand même des petits groupes et qui nous permettent de développer vraiment ce travail d'équipe. Vendredi, toute l'après-midi, on a nos présentations du projet de session et donc ils sont par groupe. Et donc, on va faire des séances Zoom cette année, puisque on évite le présentiel. Mais donc, c'est bien important de dire ça. C'est des groupes, des petits groupes qui sont suivis quasi individuellement durant leur formation. Super, merci beaucoup. On a une autre question. À quoi peut ressembler l'horaire à la maîtrise? Je dirais qu'on a deux types d'étudiants. On a les étudiants qui font la formation complète en un an, c'est-à-dire ils font 5 cours, à l'automne, excusez-moi, 5 cours à l'hiver. Ensuite, ils vont aller en stage et en travail dirigé. Durant ce stage, ce travail dirigé, il y a un cours supplémentaire qui n'était pas dans mes diapos. Donc, je vous le dis, comme ça, il n'y aura pas de surprise, mais c'est un cours de santé publique que l'on a ajouté, toute l'école de santé publique, mais ce cours se donne à distance. Et il peut être suivi en même temps que le stage ou le travail dirigé. Donc, un étudiant peut rentrer en septembre et terminer, je dirais, son stage en septembre et donc faire son séminaire, sa soutenance, déposer son rapport de stage ou de travail dirigé durant l'automne. Donc, ça peut être aussi rapide que ça. Donc, on en a à peu près la moitié du programme chaque année qui sont sous ce format. On en a d'autres qui font ça plutôt les cours sur 2 années. Donc, ils vont suivre 2 à 3 cours par session. Donc, ils vont suivre 2 sessions d'automne, 2 sessions d'hiver et ils vont faire leur stage, leur travail dirigé par la suite. Donc, à ce moment-là, ça prend 1 an de plus. Mais ça permet à plusieurs de ces étudiants, par exemple, d'avoir un travail à côté. Nos cours se donnent généralement de 4 heures à 7 heures le soir, sauf les cours pratiques, vous vous en doutez, quand on a des laboratoires. Donc, il faut prévoir, par exemple, le vendredi à la session d'automne et le vendredi à la session d'hiver avec des laboratoires qui sont prévus et qui peuvent donc durer toute la journée. Si c'est des visites d'usine, on s'adapte aux disponibilités. Lorsque c'est des mesures dans les milieux de travail, ce qu'on n'a pas pu faire cette année malheureusement, mais on a fait de la pratique dans nos laboratoires, mais on n'a pas pu aller dans un milieu, mais on prévoit la journée complète puisqu'on fait une mesure comme on ferait vraiment une mesure d'évaluation de l'exposition. On peut arriver très tôt le matin et repartir très tard le soir, mais c'est juste une fois dans la session. Et donc, c'est surtout le soir, mais prévoir quand même des laboratoires, je dirais une douzaine de laboratoires dans la formation. Super, merci beaucoup. On a une dernière question. À quoi peut ressembler la charge de travail au DESS et à la maîtrise? Je répondrai très simplement, c'est la même charge de travail, puisque ce sont exactement les mêmes cours et les mêmes critères de notation. On a peut-être au niveau du DESS, on a un peu plus de flexibilité, par exemple, avec des gens qui sont déjà dans la pratique, qui suivent le cours. On a eu des cas, après on peut voir au cas par cas, mais on a eu des étudiants qui ont fait leur DESS en 3 ans, 4 ans, parce que c'est des gens qui travaillaient déjà, qui voulaient chercher un diplôme de 2e cycle, et donc ils ont suivi même des fois un cours par session. Mais c'est exactement les mêmes exigences, les mêmes cours. Comme je l'ai dit, le DESS, c'est 10 cours. La seule différence maintenant, c'est qu'à la maîtrise, on rajoute le cours de santé publique qui peut se faire en même temps que le stage et le travail dirigé. Donc, c'est vraiment la seule différence. Sinon, c'est la même charge de travail. Quelqu'un qui ferait les 5 cours par session, évidemment,
on conseille fortement aux étudiants là, de ne pas travailler à côté parce que disons que chaque jour, c'est un cours, donc c'est quand même une charge de travail importante. Mais ceux qui le font plus sur 2 ans, eux, plusieurs de nos étudiants ont un emploi à côté. Et plusieurs ont un emploi dans le domaine déjà de la santé et sécurité.